Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire, c'est l'heure du journal. J'ai le plaisir de le présenter aujourd'hui avec ma collègue Lamia Abdelhamid. Bonjour Lamia. Bonjour Chérif, ravi d'être à vos côtés. Mesdames et messieurs, commençons tout de suite par les principaux titres. Et tout de suite, le journal en détail. Un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth, touché ce matin par une nouvelle frappe, s'est effondré dans un nuage de fumée grise. Sur une série de photos prises par le photographe, un projectile venu du ciel touche l'immeuble au niveau de ses étages inférieurs, provoquant une boule de feu et l'effondrement de la structure dans un nuage de fumée. L'Agence nationale d'information libanaise a fait état d'un second raid violent mené par l'aviation israélienne visant le secteur de Roberi, près du rond-point de Tayouneh et face à Horsh Beyrouth, le plus grand parc de la capitale libanaise. Toujours au Liban, les forces de l'occupation ont lancé une série de raids sur le quartier de Roubaïri, dans le banlieue sud de Beyrouth. Bombardant un certain nombre d'immeubles résidentiels, ceci intervient peu de temps après que l'armée de l'occupation a averti les habitants de la zone d'évacuer immédiatement, affirmé la présence d'installations et d'intérêts appartenant au Hezbollah. Les forces de l'occupation ont également ciblé la ville de Bourj Rahal, dans le district de Tyr, au sud du Liban. Ces dernières heures, les forces de l'occupation ont lancé une série de raids intensives sur plusieurs zones, notamment la région de Beqa. Elle a été initiée par 13 raids qui ont entraîné la mort d'au moins 30 Libanais et dizaines de blessés. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré que l'organisation internationale avait l'intention de renforcer sa mission de maintien de paix au Liban afin de mieux soutenir l'armée libanaise une fois qu'une trêve serait convenue, mais qu'elle n'imposerait pas directement de cessez-le-feu. La Banque mondiale estime les pertes économiques résultant de l'agression israélienne contre le Liban à plus de 5 milliards de dollars. La banque a également confirmé dans un rapport que depuis le 8 octobre de l'année dernière, l'agression a causé des dégâts de 99 000 logements, estimés dégâts de 3,4 milliards de dollars. Et l'armée de l'occupation israélienne poursuit son agression contre la bande de Gaza où un certain nombre de Palestiniens ont été tués et blessés lors des bombardements par l'occupation de la ville de Deir el-Balah et de la ville d'Al-Nasr. 3 Palestiniens, dont un enfant et une femme, ont été tués dans un bombardement israélien au centre de la bande de Gaza. 3 autres Palestiniens ont été tués dans un bombardement israélien à proximité du carrefour de la sécurité publique dans le quartier de Sheikh Radwan, au nord-ouest de la ville de Gaza. Ceci coïncide avec une série de raids lancés par l'armée de l'occupation sur les zones d'Al-Fahoura et d'Al-Tawba à l'ouest du camp de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Un comité spécial de l'ONU a jugé hier que les méthodes de guerre employées par Israël à Gaza présentaient les caractéristiques d'un génocide. Human Rights Watch estimant de son côté que les déplacements forcés à répétition des Gazaouis constituaient un crime contre l'humanité. Israël a rejeté comme totalement fausses les accusations de Human Rights Watch, mais n'a pas pour l'instant commenté les conclusions du comité de l'ONU. Un commentaire de Salih Hamid. Un comité spécial de l'ONU a jugé jeudi que les méthodes de guerre employées par Israël à Gaza présentaient les caractéristiques d'un génocide. Human Rights Watch a estimé que le déplacement forcé à répétition des Gazaouis constituait un crime contre l'humanité. Israël a rejeté comme totalement fausses ces accusations, mais n'a pas pour l'instant commenté les conclusions du comité de l'ONU. Les États-Unis ont désapprouvé sans équivoque les conclusions du rapport onusien.
Dans un rapport couvrant la période allant du 7 octobre 2023, date du début de la guerre déclenchée par l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël, à juillet 2024, le comité spécial onusien s'alarme des pertes civiles massives et de l'emploi de la famine comme arme de guerre. Ce n'est pas la première fois qu'Israël fait l'objet de telles accusations depuis le début de la guerre il y a plus d'1 an. Le rapport qui doit être présenté lundi à l'Assemblée générale de l'ONU à New York affirme que la campagne israélienne de bombardement à Gaza aura des conséquences sur le long terme. En détruisant les systèmes vitaux d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'alimentation et en contaminant l'environnement, Israël a créé un mélange mortel de crises qui infligeront de graves préjudices aux générations à venir, dénonce le comité. Donald Trump a promis une armée forte et la fin des guerres au Proche-Orient et en Ukraine, tandis que les ministres de Défense et des Affaires étrangères ont assuré que la transition entre démocrates et républicains sera fluide jusqu'au 20 janvier. Lors d'un gala dans son fief en Floride, le président élu s'est félicité de ses nominations fracassantes à la santé, justice, défense et une commission pour l'efficacité gouvernementale, confiée à Elon Musk. Partisan d'une politique étrangère non interventionniste, M. Trump a promis de travailler sur le Proche-Orient et travailler très dur sur la Russie et l'Ukraine car cela doit s'arrêter. Le président élu a confié à Elon Musk le soin de proposer des coupes claires de quelques 2 000 milliards de dollars dans les dépenses de l'État fédéral, avec de possibilités nombreuses suppressions de postes de haut dégâts au Pentagone. Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé vouloir lever doutes et ambiguïtés sur le programme nucléaire de son pays en recevant hier à Téhéran le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi. Le déplacement de M. Grossi est perçu comme une des dernières chances pour la diplomatie avant le retour en janvier à la Maison-Blanche de Donald Trump. Voici les détails dans ce commentaire. Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé vouloir lever doutes et ambiguïtés sur le programme nucléaire de son pays en recevant à Téhéran le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi. Son chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, a néanmoins prévenu que l'Iran ne négocierait pas sous l'intimidation sur son programme nucléaire controversé. Le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Islami, assurant que la République islamique réagirait immédiatement en cas de pression étrangère. Les entretiens du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, sont perçus comme une des dernières chances pour la diplomatie avant le retour en janvier à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui durant son premier mandat avait été l'artisan d'une politique dite de pression maximale à l'encontre de l'Iran, rétablissant de lourdes sanctions contre ce pays. Lors d'une conférence de presse avec M. Grossi, M. Islami a indiqué que toute résolution interventionniste dans les affaires nucléaires de l'Iran fera l'objet de contre-mesures immédiates. Il faisait référence à une possible résolution critique de Londres, Berlin et Paris au Conseil des gouverneurs de l'agence onusienne ce mois-ci. À Washington, le département d'État a dit vouloir voir de la part de l'Iran un vrai changement de comportement et des actions réelles après les déclarations du président iranien. M. Grossi a jugé indispensable d'obtenir des résultats concrets qui montreront que ce travail en commun améliore la situation et d'une manière générale nous éloigne des conflits et en fin de compte de la guerre. Les installations nucléaires de l'Iran ne doivent pas être attaquées, a-t-il aussi dit en réponse à une question alors qu'Israël Katz, ministre israélien de la Défense, dont le pays est considéré par les experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, a jugé lundi que l'Iran était plus exposé que jamais à des frappes sur ses installations nucléaires. Une attaque aérienne russe massive survenue dans la nuit a tué au moins une personne à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont rapporté les services d'urgence ukrainiens tôt vendredi.
D'autre part, le ministère de la Défense britannique a indiqué vendredi avoir mobilisé des avions de chasse de son flotte après avoir détecté la présence d'un avion militaire russe à proximité de son espace aérien. Voici les détails dans ce compte-rendu. Une attaque aérienne russe massive survenue dans la nuit a tué au moins une personne à Odessa dans le sud de l'Ukraine, ont rapporté les services d'urgence ukrainiens tôt vendredi. La personne décédée est une femme de 35 ans qui dormait près d'une fenêtre, d'après une publication du maire de cet important port de la mer Noire. Selon le gouverneur régional Oleg Kipper, un immeuble d'appartements dans le centre d'Odessa a été détruit, des appartements ont pris feu, des tours et une trentaine de véhicules ont été endommagés du fait de l'attaque. Des clichés diffusés par les services d'urgence montrent des secouristes tentant d'éteindre l'incendie d'un bâtiment de 3 étages et prenant en charge une dame âgée. Peu avant 6 heures locales, 4 heures GMT vendredi, l'armée de l'air ukrainienne a par ailleurs averti que 6 bombardiers russes Tu-95 volaient en direction du sud-est depuis la base d'Olenia, dans le nord-ouest de la Russie. Les forces russes ont récemment intensifié leurs attaques contre le sud de l'Ukraine, notamment en endommageant des navires civils dans les ports de la région d'Odessa, tandis que Kiev a intensifié ses attaques contre des cibles militaires et énergétiques dans les régions contrôlées par la Russie. Les forces de Moscou ont abattu dans la nuit 51 drones ukrainiens, dont 36 dans la seule région de Krasnodar, au sud-ouest, a rapporté le ministère russe de la Défense ce matin sur Telegram. Depuis des mois, les autorités ukrainiennes demandent à leurs alliés occidentaux de leur fournir davantage de systèmes de défense anti-aérienne pour repousser les attaques russes. Le chef du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a de son côté pressé les alliés occidentaux de Kiev d'entamer des négociations avec Moscou s'ils veulent mettre fin aux attaques contre les Ukrainiens. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné de donner la priorité à la production massive de drones explosifs. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui un média d'État au moment où son pays est accusé d'envoyer ses soldats et des armes en Russie pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine. Kim Jong-un a assisté hier à un test de performance de ce type d'engin dans une usine. Ces drones porteurs d'explosifs sont conçus pour s'écraser délibérément sur des cibles ennemies agissant comme des missiles guidés. Des experts estiment que ces drones peuvent être issus du renforcement de l'alliance du pays avec la Russie. Moscou et Pyongyang, alliés communistes tout au long de la guerre froide, se sont considérablement rapprochés depuis le début de l'attaque russe de l'Ukraine en février 2022. Un incendie dans une maison de retraite de Villafranca de Ebro, une localité du nord-est de l'Espagne, a fait au moins 10 morts selon les autorités et les services de secours. Selon les médias espagnols, 82 personnes se trouvaient à l'intérieur de l'établissement baptisé Jardín de Villafranca au moment où le sinistre s'est déclaré vers 5 heures du matin. Pour des raisons inconnues, la maire de Villafranca de Ebro a indiqué sur la radio Cadena Ser que la tragédie aurait débuté dans une chambre d'un résident lorsqu'un matelas a pris feu. Selon son site internet, la résidence Jardín de Villafranca a été inaugurée en 2008. Cette maison de retraite s'est spécialisée récemment dans l'accueil de personnes âgées ayant des problèmes de santé mentale. Mesdames et messieurs, c'était tout pour notre journal. Merci pour votre attention. Merci, Lamia. Chérie, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable fin de journée.